Il y a plus d'un siècle et demi, la compagnie Canadian Pacific Railway est chargée de rallier par voie ferroviaire les côtes atlantiques et pacifiques du Canada. Les rails sont posés jusqu'au-delà des montagnes rocheuses. Les constructeurs tombent alors sur des paysages à couper le souffle. Certains d'entre eux s'installeront dans ce cadre merveilleux. Comme les visiteurs d'aujourd'hui, ils croisent alors dans la région des caribous et des cerfs mulets. Une ville est née de cette histoire de pionnier, Banff. La voie de chemin de fer légendaire la traverse. Une végétation hors du commun l'entoure. On déroule un ruban de bitume pour la relier au reste du pays. Quelques années plus tard, la région est déclarée parc national. C'est le premier au Canada. Aujourd'hui, c'est aussi le premier par sa fréquentation. Les visiteurs viennent admirer les crêtes abruptes, des flancs de montagnes boisés, des lacs aux eaux limpides et bleutées, de vastes forêts de résineux. Son histoire a fait du parc de Banff le seul en Amérique du Nord qui enclose une ville. Son autre particularité est qu'une autoroute le traverse, la Transcanadienne ou Canadian Highway. Beaucoup d'animaux trouvent la mort en tentant de la traverser, notamment les wolverines ou carcajous. Tony et son équipe les protègent en créant des ponts et des souterrains. Ils doivent pour cela étudier leur comportement et leur parcours. Or, les carcajous sont invisibles pour l'homme, trop heureux, trop rapides. Ils vivent cachés et peuvent parcourir plus de 100 km en moins de 24 heures. Myriam travaille avec Tony sur la protection des carcajous. Pour collecter des données à leur sujet, elle doit s'enfoncer dans la montagne, où elle pose des caméras avec capteurs de mouvement. Chaque année, Myriam et Tony posent des dizaines de caméras, à des emplacements spécifiques qui permettent de couvrir tout le parc et de visualiser les trajets des carcajous. Myriam a retrouvé la position GPS. Elle peut enfin faire son relevé. La jeune femme monte à l'arbre pour accrocher le castor qui servira d'appât pour le carcajou. Quand il sera là, la caméra placée à proximité enregistrera chacun de ses mouvements. Myriam imbibe un mouchoir de sécrétion hormonale que le carcajou peut sentir à plus d'1 kilomètre. Elle espère que le carcajou trouvera la carcasse de castor avant que les oiseaux et les rongeurs ne la réduisent à quelques os. Tony passera dans un mois voir les résultats sur les cartes mémoire de la caméra. Simon est le biologiste de référence du parc. Tel un tracker, il suit chaque fait et geste des cougars et des loups. Il les traque jusqu'en haute montagne, sauf sur les pentes trop abruptes pour retenir la neige où se gravent les empreintes. Sur les graphiques, on peut voir que les cougars et les lions circulent autour de la ville de Banff, sans jamais y entrer. Il y a 10 ans, les cougars étaient beaucoup plus présents. Simon recueille dans son labo tous les animaux retrouvés morts. Par exemple, un cerf renversé par une voiture. Ah oui, celui-là a été tué sur les rails hier. On sait que c'est un mâle. Un loup qui a fait une chute du haut d'une falaise.
ou un cougar noyé. Il s'est noyé dans une rivière. Tel un détective, Simon suit sur la neige fraîche les traces d'un cougar. Un couple, probablement. Le deuxième animal marchant exactement dans les traces du premier. Mais Simon cherche un loup, qui aurait été aperçu aux jumelles par un visiteur. Il arrive souvent à Simon de faire du backtracking, retrouver l'origine des traces. Aujourd'hui, Simon est sur la piste du loup. Il fait du fort tracking. Il remonte la trace, ce qui est plus dangereux, car au bout, il y a l'animal. Le lynx est passé par là, sur les traces du loup, il y a à peu près 24 heures. À une bifurcation, Simon retrouve la trace du loup. Il la suit. Le prédateur est passé récemment. Son urine est encore fraîche. Et à son marquage de territoire, on peut déduire qu'il s'agit d'une femelle. La louve est proche. Au pied des Rocheuses, dans sa ferme aménagée, Diane dirige le AIWC, Alberta Institute for Wildlife Conservation. Elle recueille les animaux sauvages blessés qu'on lui signale ou qu'on lui apporte. Elle en est à plus de 2000 animaux par an. Souvent blessés par une ligne à haute tension, renversés par une voiture, griffés par un fil barbelé ou encore empoisonnés par des pesticides. Lorsque Diane a soigné ses oiseaux il y a une semaine, elle savait qu'elle devrait les héberger et les nourrir jusqu'à la fin de l'hiver, car ils ont manqué le train de la migration. Le faucon est un animal sans crainte. Face à l'adversité, il se dresse et se pense plus grand que quiconque. Diane s'en amuse. Il essaye d'être agressif, là. Diane voue un véritable amour à tous ses locataires, notamment à ses jeunes cerfs mulets orphelins. Leur mère s'est fait écraser sur les rails de la transcanadienne. Ils sont trop jeunes pour être lâchés dans la nature où règnent le loup et le cougar. Cet aigle royal a été recueilli dans le parc. Il sera relâché au printemps lorsqu'il sera plus fort. Pour l'instant, il ne faut à Diane que 3 tentatives pour l'attraper, ce qui signale sa faiblesse et sa fatigue. Un prélèvement d'ADN analysé au centre de recherche de l'université de Calgary déterminera à quel groupe il appartient. L'animal fait-il partie du groupe sédentaire ou nomade ? Les mouflons d'Amérique vivent en groupe. Ils passent l'été sur les crêtes, ce qui les rend difficiles à observer. L'hiver, en revanche, ils descendent à 1500 mètres, où ils savent pouvoir trouver de l'herbe. Un jeune mouflon et sa famille descendent aux abords des pâturages, sous la protection de leur patriarche. Moment critique, il faut traverser la route.
Le plus courageux du groupe se lance. Le groupe suit le mouvement et traverse le bitume. Téméraire, le jeune mouflon s'y aventure seul. Trop courageux peut-être, il ne retrouve plus sa famille. Esselé, apeuré, il se lance à sa recherche, en vain. L'aigle royal est souffrant. Le vétérinaire pratique une prise de sang pour déterminer son mal. Marque la date, le nom du patient et mets-le dans le frigidaire. Oh, il est gros. Oui, tu es gros. Il ne sent même pas. Diane sort de sa boîte le mets préféré de l'aigle. 2 serpents. Celui-ci a été trouvé dans un garage. On les garde tous les deux pour qu'ils se tiennent compagnie. Il y avait 12 petits bébés à l'intérieur. Le père ne savait pas comment ouvrir le sac amniotique pour qu'ils puissent respirer. Et il a l'air d'aller mieux, super. Bon garçon. Autre animal blessé, un pivert qui vole difficilement. La radio a révélé à Diane que le pivert a une fracture et ne dispose pas de langue, ce qui l'empêche de se nourrir. Si tu regardes à l'intérieur de son bec, tu peux voir qu'il n'a pas de langue. Donc je pense qu'il a une fracture ici. Il n'a jamais eu assez de contrôle. Donc sans langue, il ne peut pas se nourrir. What do you think there? I think I want to see you fly. I'm just small bird like this. Okay. Yeah. L'assistante de Diane l'alimente en lui donnant la béquille. Okay, that sounds good. Okay, let's squeeze. It's going to be thick. Le jeune mouflon perdu sur la route est retrouvé par son frère. Encore apeuré, le casse-cou retourne auprès des siens. Il ne commettra pas 2 fois la même erreur. Trois rangers armés, Mike, Terry et Sharon, et plusieurs gardes forestiers surveillent le parc national de Banff. Mike est maître chien. Il forme un duo avec Casey, âgé d'à peine 2 ans. Getting kind of old for this. Bad guy? No. Mike reçoit un appel d'urgence.
Un visiteur insouciant s'est aventuré dans la forêt et s'est égaré. Cassie est ici. On va le retrouver. Mike et Casey se lancent à la recherche de la victime. Casey trouve enfin la trace du promeneur. Mission accomplie. Mike et Casey peuvent rentrer au quartier général. Terry est le patron des Rangers. Un cougar a été signalé près des pistes de ski de fond. Le cougar, qu'on appelle aussi lion de montagne, a inspiré bien des légendes. C'est l'animal le plus redouté des Rocheuses. Heureusement, il s'approche rarement des êtres humains. Sauf sur cette piste de ski de fond où, voici 3 ans, un cougar a attaqué et tué une promeneuse. Selon Terry, la scène a duré moins de 10 secondes. Terry nous donne accès aux images de cette femelle cougar et son petit, tournées par une caméra automatique. Le signalement du cougar met Terry en alerte. Des braconniers peuvent être sur la piste de l'animal, à moins qu'ils ne se préparent à attaquer des visiteurs. Terry rejoint Sharon, la 3e ranger, qui va vérifier qu'aucun skieur de fond ne s'est aventuré trop loin dans la forêt. Il s'agit d'une longue expédition. Les temps de parcours ne permettront pas à Sharon de rentrer avant la tombée de la nuit. Elle devra dormir au milieu de la forêt, dans la cabane réservée aux Rangers. Sharon avance, dominée par les glaciers des Rocheuses, qu'elle connaît bien pour les avoir escaladés régulièrement l'été. Originaire de Montréal, elle adore travailler en solitaire, l'hiver sur des skis de fond, l'été à cheval. Il lui arrive de partir 10 jours à cheval, loin de ses 2 fils et de son mari. Sharon voit les empreintes. Elles sont fraîches. Le cougar n'est qu'à quelques mètres, caché. Il est rassasié. Il voit sans être vu et laisse passer Sharon. Sharon doit atteindre la cabane avant qu'il ne fasse nuit et qu'elle ne se transforme en une proie facile. Elle signale au central qu'il ne reste plus personne sur le sentier. Sharon réfléchit un instant. Il est bel et bien trop tard pour faire demi-tour. Direction la cabane. Sharon arrive enfin à la cabane, inoccupée depuis la saison dernière. Sharon doit trouver un moyen de la chauffer. Il fait moins 25 degrés dehors. La nuit pourrait être encore plus froide. L'heure est venue de se reposer. Un dernier coup d'œil aux alentours. L'an passé, Terry a été réveillé par un ours qui était entré dans la cabane.
Depuis, les rangers la ferment bien à clé avant de s'endormir. Non, juste bonne soirée et on se reparle à 7h30 demain matin. Sharon fait son compte-rendu. Rien à signaler, tout va bien. Ça va pas être si bon, je sais pas. Oh, c'est ça. Le soleil se lève sur les Rocheuses. Sharon rechausse ses skis. 40 km la séparent de sa voiture. Elle va bon train, mais elle n'oublie pas de faire un petit signe à son animal préféré qui veille sur les crêtes, la chèvre des montagnes. La chèvre des montagnes est 2 à 3 fois plus haute qu'une chèvre des plaines. Sa robe est blanche, elle porte la barbichette longue et les cornes courtes. Malgré son apparence trapue, elle est très habile sur les rocs. Elle vit à 3000 mètres d'altitude, uniquement dans les Rocheuses. On la chassait autrefois pour sa fourrure exceptionnelle. L'animal fascine Sharon. L'été, elle escalade les montagnes pour l'observer. Pour l'heure, elle est heureuse de rentrer à la maison, saine et sauve. Tony retourne à l'emplacement de la caméra à capteur de mouvement placée par Myriam. Il suit les traces de celle-ci, encore bien creuses et visibles. Le castor s'est fait dévorer. Le fil barbelé sert à récolter les poils des carcajous et relever leur ADN. La moisson a été bonne. Tony prélève les poils que le carcajou a laissés sur le piège. Il les place dans une enveloppe. Il relève la carte mémoire de la caméra et rentre vite au labo pour découvrir ce qu'elle a filmé. D'abord les corbeaux, puis une belette, et le voilà, le carcajou qui dévore. Surprise, un lynx est passé prendre sa part du castor. Le parc national de Banff, au Canada, sert d'écrin à la ville qui lui donne son nom. La nature entoure les hommes, les cerne, les abrite. Mike, Tony, Sharon et d'autres la servent au lieu de l'exploiter. Il en était ainsi au commencement des temps, quand les uns n'existaient pas sans l'autre.
Le parc national de Yellowstone est le père de tous les parcs nationaux du monde. Créé en 1872 pour l'éducation du public, il s'étale sur le Montana et le Wyoming, au sein des montagnes rocheuses. L'hiver, les collines jaunes qui ont donné son nom au parc se couvrent d'un blanc tacheté, de ci de là, par un troupeau de bisons ou par une meute de loups. Le parc américain est célèbre pour ses geysers et ses sources d'eau chaude. Yellowstone se situe sur le dos d'un volcan. La température de la croûte terrestre atteint 30 fois la normale. Les couleurs sont dues à la prolifération d'algues et de bactéries. Les sources réchauffent les rivières à plus de 40 degrés et offrent aux hommes comme aux animaux une source de chaleur lorsque la température hivernale descend au-dessous de moins 25 degrés. Dans la neige, des taches sombres ponctuent la robe lactée du parc. Ce ne sont pas des rocs, mais des bisons. Yellowstone est le dernier endroit sur Terre où l'on peut encore observer des bisons en totale liberté. Les conditions extrêmes de Yellowstone conviennent parfaitement à ces animaux de légende. Pour se nourrir, les bisons doivent creuser à plus d'1 mètre de profondeur dans la neige pour atteindre l'herbe grasse dont ils consomment 25 kilos chaque jour. Plus grand mammifère terrestre d'Amérique, le bison attaque rarement une autre espèce et ne craint aucun prédateur, pas même le loup. Ce poids lourd domine l'écosystème et protège son titre de champion toute catégorie. À la fin de l'hiver, la neige fond. L'atmosphère change. Les mâles deviennent nerveux, agressifs. La saison des amours est imminente. Les mâles rivaux doivent se battre pour s'accoupler. 2 bisons rentrent sur le ring. Regard intense. La cloche sonne. Les gladiateurs se rendent coup pour coup. Et comme toujours, il y a un perdant et un gagnant. Celui-ci garde son titre et marche vers sa récompense. Une idylle commence alors. Le nouveau couple s'éloigne pour convoler loin des regards.
C'est très difficile de contrôler la population des bisons. Mais dans le même temps, on veut qu'elle reste suffisamment stable, qu'elle ne diminue pas trop. Julio étudie les bisons. Il s'intéresse en particulier à une maladie qui touche les bovidés et les wapitis, la brucellose. Le jeune chercheur chilien a parcouru l'Afrique avant d'atterrir à Yellowstone, dernier foyer de cette maladie éradiquée sur le reste de la planète. Il explique à son ami la menace de cette maladie pour les animaux et pour l'homme. Malgré les moyens exceptionnels que déploient les autorités pour éviter le contact entre le bison et l'homme, il arrive que les animaux passent à travers les villages et se baladent parmi les voitures en toute impunité. Le long d'une route façonnée par l'homme, un troupeau de bisons marche en file indienne. Un bébé, reconnaissable à son pelage orangé, s'avance d'un pas mal assuré. Il va découvrir pourquoi, lorsque la neige est profonde, les bisons marchent toujours sur une seule ligne. Le jeune novice expérimente pour la première fois les difficultés d'une balade sur la poudreuse. Avant de rejoindre la communauté, le jeune bison entreprend un court périple avec ses aînés. C'est en les imitant qu'il va apprendre à bien se comporter. Le long voyage de ce troupeau vient de commencer. Une centaine de bisons marchent le long des routes ignorées des touristes. Ils partent à la recherche de nouveaux territoires et de nourriture. Sur leur chemin, ils découvrent un terrain de jeu. Se faufilant entre les voitures, passant à côté d'un bâtiment officiel, les bisons se déplacent dans le village avec aisance. De l'autre côté de la vallée, Brett et Sean vivent de leur passion, le métier de musher, guide de chiens de traîneau. Dans leur chenil, les associés disposent de plus de 80 chiens. Chaque chien a un caractère différent. Brett a un faible pour Licky, une jeune femelle husky très timide, et son partenaire de binôme Dago, doyen de l'attelage. Brett prépare le traîneau pour une balade avec Sean, pour entraîner leurs chiens à de futures excursions touristiques. Les femelles sont placées en tête du traîneau. Dans le cas contraire, les mâles se retourneraient sans cesse pour les renifler, ralentissant inexorablement l'avancée de la luge. Le pied, Licky. Le pied. Bonne fille. Le convoi démarre en trombe. Sean s'agrippe fermement à sa barre.
Les chiens filent à vive allure. Tout à coup, la vitesse de l'embarcation diminue. Brett doit pousser de toutes ses forces pour faire avancer le traîneau. Les chiens peinent à continuer le périple. Les deux amis sont obligés de s'arrêter pour faire le point. Un chien montre des signes de faiblesse. Brett et Sean savent que c'est Dago, en queue de peloton, qui pose un problème. Si l'animal ralentit trop l'attelage, ils devront s'en séparer. Je sais, c'est difficile. Oui, je sais, mais essayons quelque chose avant. Dernier geste pour un dernier espoir. Brett tente un massage kinésithérapeutique au doyen de la meute. Il n'a pas d'entorse. Même si tu le masses, après avoir bien couru, il a du mal. Oh oui, je sais. Tout va aller mieux. Remis de sa crampe, Dago pousse le convoi à un rythme effréné. La vigueur du doyen fait pousser des ailes aux occupants du traîneau. Après ce périple, Brett remet les chiens dans la voiture. Il félicite encore Dago pour ses efforts. Les deux associés repartent confiants. Dago a encore de bonnes années devant lui. La saison touristique peut commencer. À plusieurs kilomètres de là, un groupe de wapitis se déplace librement entre le parc et la ville. Le wapiti est le deuxième plus grand cervidé du monde. Quasi disparu dans les années 70, les wapitis sont aujourd'hui nombreux dans les Rocheuses. Les mâles vivent séparés des femelles. Leurs bois peuvent peser jusqu'à 18 kg. Pour éviter les chasseurs, ce mâle parcourt de longues distances vers les régions les plus boisées du parc. Il échappera ainsi au regard de l'homme, se protégera du vent et disposera d'écorces d'arbres pour se nourrir. C'est un grand jour pour Julio. Avec l'aide d'une équipe de chercheurs, il va capturer un wapiti potentiellement infecté par la brucellose. Le but de l'opération est de poser un radiocollier qui va lui permettre de suivre les déplacements de l'animal. Ce dispositif aidera ensuite à éloigner du bétail les animaux contaminés. Quand nous serons en face des wapitis, ils risquent d'être un peu nerveux. On va faire plusieurs opérations, on va prélever du sang, administrer des antibiotiques et avec l'ultrason, on va voir si les femelles sont enceintes. Si elles le sont, nous leur mettrons un émetteur. Que veux-tu que l'on fasse avec Jared? Eh bien, on va se répartir les tâches. Vous allez devoir tenir le moniteur de couleur. Tu as déjà utilisé ce moniteur auparavant? Oui, Jared l'a utilisé. Bien. Donc vous allez vous occuper du moniteur, tous les deux. Si une épidémie de brucellose touche la population des wapitis, ce sont plus de 15 000 individus qui risquent la mort. Ils étaient du côté droit, non? Ils vont venir par ce côté? Sans doute, mais nous ne pouvons pas le prédire. C'est dans cette zone que les membres de l'équipe nourrissent les wapitis. Comme à chaque fois, l'arrivée des chercheurs provoque le déplacement des cervidés.
Ils sont maintenant plus d'une centaine, mâles comme femelles, à attendre l'heure du dîner. Pendant ce temps, Julio et son équipe se préparent. Fusil chargé, cible dans la ligne de mire, l'un des hommes tire. Une jeune femelle a été touchée. Elle titube et tombe lourdement sur la neige. Pose-le sur le bas de l'oreille, pas sur le haut. Tu t'occupes de ça? L'équipe entoure l'animal endormi. Julio pose le radiocollier. Tandis que Roger sonde la femelle par échographie. Il constate qu'elle est enceinte. La brucellose s'attaque aussi à l'embryon. Julio rassure et réconforte l'animal. Celui-ci se réveille enfin et retrouve son troupeau. Julio va continuer son travail et surveiller de très près cet animal qui risque de causer la perte de tout le troupeau. Emily étudie pour le Wolf Project, le plus important groupe d'observation et de protection du loup au monde. Originaire de Chicago, Emily est venue s'installer avec son amie à Yellowstone pour vivre sa passion. Tu vois là, c'est le Black Trail Plateau. C'est une meute de loups qui a perdu 2 ou 3 de ses membres. Ils sont très peu nombreux maintenant. En hiver, c'est le bon moment pour les observer. Ils peuvent tirer une carcasse ou quelque chose comme ça. Garde l'œil ouvert au cas où l'un des loups se rapprocherait. Emily travaille dans le même centre d'observation que Julio. Tu sais combien de ces loups compte le parc? Dans celui-là, à peu près 11. Cela varie un peu avec le temps. En ce moment, il y en a au moins 11. Nous regardons en ce moment un loup photographié par un visiteur. Et quel âge a cet animal? À peu près 4 mois. Dans le bureau d'à côté, Matt, un collègue d'Emily, prépare la capture d'un loup. Salut Nick, Oui. tu penses que la meute sera là aujourd'hui? Il y a de bonnes chances de les trouver, oui. J'ai parlé à Doug. Il pense que nous pourrons faire la capture cet après-midi. Emily est aussi spécialiste des coyotes. La chercheuse a repéré une trace dans la neige. Contrairement au loup qui vit en meute, le coyote vit en couple. Le couple que traque Emily s'est rapproché de la ville. À en juger par les marques laissées par le canidé dans la neige, il semble que le mâle soit blessé. Emily aperçoit l'animal au loin. Le coyote cherche un lièvre que lui et sa compagne ont enterré. Mais le mâle ne le trouve pas. Seul et affaibli, il n'a plus d'issue. La femelle a entendu le cri de désespoir de son compagnon. Quelques heures plus tard, elle revient le chercher.
Matt est sur les traces de la meute dans laquelle une jeune louve noire doit être équipée d'un radiocollier dans l'après-midi. Matt a déployé plusieurs équipes afin de resserrer l'étau. Il peut définir la position de la meute par triangulation. Si tu montes en haut de la montagne et que tu te tournes à 11 heures, tu peux voir où la rivière monte. Ce sera parfait pour le repérer avec la radio. La mission semble plus délicate que prévu. La meute s'est nichée dans une cuvette. Impossible pour Matt et son équipe d'intervenir. Oui, on peut voir de nombreuses traces de loups dans la neige. Mais pas de contact visuel pour le moment. Nous gardons les yeux ouverts. D'accord, ça m'a l'air bien. Je vais pas tarder à venir aussi. À une centaine de mètres de là, Emily a reçu un appel de ses collègues. Ils ont trouvé une carcasse fraîche. Elle part à leur rencontre. Emily est impatiente. La carcasse est encore fumante. Les traces dans la neige permettent de déterminer qu'une demi-douzaine de loups ont livré une rude bataille à un wapiti. Une autre carcasse a été repérée plus loin. Cette fois, c'est un wapiti mort de vieillesse. Sa carcasse n'est pas démembrée. Il a certainement servi de repas aux coyotes et aux aigles. Emily rejoint des Wolf Watchers un peu plus bas sur la colline. Elle y retrouve Rick, une légende locale, qui ne vit et respire que pour l'observation de ces puissants carnivores. Elle partage avec lui sa première nuit sous la tente. J'étais sous 3 sacs de couchage, donc j'avais plutôt chaud. Il devait faire 30 degrés sous la couette. Emily emprunte la jumelle de Rick et aperçoit 2 mâles qui évoluent près d'un troupeau de bisons. Il y a 2 jeunes mâles. Tu vois le bison pourchasser le loup? Matt a mené sa jeune équipe au plus près de la meute. C'est une leçon pour ses collaborateurs. Ils participent à une mission capitale. La pose d'un radiocollier sur un loup requiert des moyens importants. Après s'être assuré de la position exacte du prédateur, Matt l'indique à l'équipe postée dans l'hélicoptère, qui décolle aussitôt. Dans l'hélicoptère, un homme prépare la fléchette qui endormira l'animal. Le loup fuit à vive allure. Le pilote manœuvre avec adresse à quelques mètres du sol. Le loup a été touché. Le chercheur examine l'animal et ajuste le radiocollier. C'est en équipe que Matt, Emily et les membres du Wolf Project ont réussi cette mission. Une passion commune qui permet à la population de Yellowstone de dormir sur ses 2 oreilles. Plus bas dans la vallée, pour ces jeunes cerfs-mulets, la fin de la journée signifie danger. Pour rejoindre leur territoire, les cerfs doivent traverser une route dangereuse, qu'empruntent de nombreuses voitures. Ce ruban de bitume forme une barrière mortelle. En cas de choc, l'acier sera toujours plus fort que la chair et le sang. Après plusieurs minutes d'observation, le dernier cerf du groupe franchit la route et rejoint ses aînés. Les 3 cerfs peuvent continuer leur périple. Mais le danger reste là, près d'eux, à chaque pas qu'ils font. Il en est ainsi partout où la nature demeure sauvage.
envers et contre tout.